Bonjour, nous voici dans un nouveau chapitre, toujours dans l'exposé que nous fait le docteur Yves Cousigou à propos des travaux de chercheurs de la fin du XIXe siècle, donc dans son manuel publié en 1992, pour rappel toujours, s'intitulant Phobie des microbes et manie vaccinale. Ici, dans ce chapitre, nous allons explorer la multiplicité et la spécificité des vies. Dès 1856, dans sa thèse pour le doctorat en médecine, le professeur Antoine Béchamp, qui tenait une pharmacie à Strasbourg, soutint par des preuves expérimentales solides que l'hypothèse de l'unité substantielle de la matière, dite albuminoïde, n'était point scientifique. Je rappelle donc que le professeur Antoine Béchamp était à la fois chimiste, physiologiste et donc médecin, puisqu'il a soutenu sa thèse en 1856, donc pour obtenir le titre de docteur en médecine. Pour rappel encore, Pasteur n'était ni médecin, donc n'était pas docteur en médecine, il était chimiste, savant chimiste, et très impliqué aussi dans la façon donc de communiquer pour imposer ses travaux. C'est une qualité, entre guillemets, qu'on pouvait reconnaître à Louis Pasteur. Donc ici, Antoine Béchamp, qui tenait une pharmacie à Strasbourg, soutint par des preuves expérimentales solides que l'hypothèse de l'unité substantielle de la matière dite albuminoïde n'était point scientifique. Il établit dans ce travail que les albuminoïdes sont des molécules complexes, des dérivés amidés d'amides organiques, amide, A-M-I-D-E-S donc, que ces albuminoïdes donc sont des molécules complexes, des dérivés amidés d'amides organiques, ce qui a été confirmé depuis. On peut donc penser que fin du XIXe siècle, Béchamp, ça date, c'est très vieux, c'est plus d'actualité. Il était précurseur et bien en avance sur son temps, puisque ça n'a été confirmé que ces dernières décennies. Il s'est élevé à la notion de pluralité spécifique après avoir démontré que l'urée provient des albuminoïdes par un dédoublement à la suite d'une oxydation dans l'acte respiratoire. Si la nature aspire à l'unité, cela ne veut pas dire, loin de là, qu'elle aspire à l'uniformité. Et il n'y a ni protéine unique, ni albumine unique. La multiplicité des matières albuminoïdes ne fait aucun doute et son fils, le professeur Joseph Béchamp, utilisa sa méthode, notamment avec le pouvoir rotatoire, et prouva maintes fois ce fait et démontra notamment que les albumines des différents œufs sont tellement différentes les unes des autres qu'elles suffisent à spécifier l'espèce animale dont l'œuf provient. Le docteur Antoine Béchamp, préfaçant le livre de son fils, Nouvelles recherches sur les albumines normales et pathologiques, donc écrit en 1887, précise en outre ce qui suit. Bref, M. Joseph Béchamp met de plus en plus en lumière l'erreur du système de l'unité substantielle et démontre que, même chimiquement, un animal est ce qu'il est, dans l'œuf même dont il provient, non seulement par des éléments histologiques, ses microzymes, mais par ses albumines et ses zymases. Donc on peut rapprocher le terme de zymase des enzymes dont on ne connaît que très peu de choses d'ailleurs aussi encore aujourd'hui quant à leur provenance, leur fonctionnement. En tout cas, elles sont nécessaires partout dans les opérations biochimiques de l'organisme animal et humain. Donc. Les professeurs Antoine et Joseph Béchamp et leurs disciples ont prouvé l'individualisation extrême de tout être, et même des albuminoïdes. Leurs magnifiques travaux, bien que méconnus, sont de plus en plus confirmés et de nos jours, on reconnaît la non-homogénéité des colonies bactériennes.
à voir donc l'article du professeur Auduroy dans la vie médicale de mars 1951. Donc, non-homogénéité des colonies bactériennes où les bactéries individus seraient différentes les unes des autres et soumises aux lois de la génétique. Les faits les plus certains contredisent donc l'hypothèse des transformistes qui ont admis, a priori, l'existence d'une albumine originelle standard, comme source commune des animaux et des végétaux de tous les ordres. Et la métaphysique transformiste se base aussi sur une autre erreur, celle d'admettre a priori que la cellule initiale, œuf, spore, de tout être, est un protoplasme informe, non structuré et ne contenant aucun organe réel, même ébauché. Le spermatozoïde est un être mycélien prodigieusement structuré et l'ovule est également un être mycélien organisé. L'œuf humain résultant de la fusion, du métissage, avec un point d'interrogation, de ces deux êtres mycéliens, donc spermatozoïde et ovule, forme une cellule initiale contenant des mycéliums, des bactéries, mitochondries, et des virus, gènes. Donc tout cela anatomique réel, structuré et vivant avec leur devenir en puissance et en latence provisoire. L'œuf humain est un homme nouveau en condensé, homuncule, donc H-O-M-U-N-C-U-L-E, nous met donc le professeur Béchamp dans sa préface du livre de son fils, entre parenthèses. L'œuf humain est un homme nouveau en condensé et ces milliers d'éléments anatomiques vivants se différencieront chronologiquement et spatialement sous l'effet régulateur de la véritable horloge biologique qui existe en tout être vivant. La nouvelle forme humaine composée de corps et d'âme est anatomo-physiologiquement un nouvel être mycélien qui va se différencier et s'organiser prodigieusement. À la disparition future de cette forme humaine, ce nouvel être mycélien, sous forme de moisissure ancestrale, persiste et sa pérennité physiologique se poursuit dans l'espace et le temps. Cette moisissure ancestrale que cet homme a également disséminée au cours de sa vie en perdant ses cellules spécifiques, notamment cellules cutanées, doit lui être spécifique et constituer une empreinte biologique physiologiquement impérissable, tout aussi caractéristique et d'une durée indéfiniment plus longue que celle de son empreinte digitale, que celle de son empreinte vocale, ou que celle de son empreinte sérique, donc le sérum du sang, protéine sérique système de groupe érythrocytaire, qui permettrait également d'individualiser chaque sujet puisque Constellation Médecine du mois de mai 1962 nous apprend par les réponses du docteur Ropard, directeur du centre de transfusion sanguine de Rouen, ce qui suit. C'est donc ici le docteur Ropard de ce centre de transfusion sanguine qui parle maintenant. De la même façon que chaque individu est marqué par la mosaïque extrêmement complexe de ses antigènes érythrocytaires, chaque sérum humain est porteur de protéines dont les structures particulières peuvent être spécifiques de l'individu lui-même ou d'un certain pourcentage d'individus. Je crois qu'il est utile de rappeler que les systèmes de groupe érythrocytaires actuellement connus permettent d'individualiser chaque sujet, presque comme ses empreintes digitales. Les 14 ou 15 systèmes érythrocytaires correspondent à plusieurs centaines de milliers de combinaisons de phénotypes divers. Ce puzzle antigénique supporté par les hématies n'a d'ailleurs pas seulement un comportement architectural, c'est-à-dire qu'il ne correspond pas uniquement à une morphologie diverse des antigènes, mais est en réalité l'expression profonde du génome.
Par là, nous entendons qu'au-delà des structures diverses existent des comportements biochimiques qui ont un retentissement sur l'équilibre biologique de l'individu. La démonstration de cette spécificité protéinique, la détermination génétique de cette spécificité ont d'ailleurs permis d'inclure l'étude de ces groupes sériques dans les expertises médico-légales, en particulier dans les recherches d'exclusion de paternité. Oui, ces systèmes sont déterminés génétiquement, c'est-à-dire que la présence ou l'absence de chaque facteur est sous la dépendance d'un gène. Tous ces facteurs sont donc héréditaires, obéissant aux classiques lois de Mendel. Théoriquement, ces groupes sériques restent constants tout au long de la vie de l'individu, puisqu'ils sont sous la dépendance d'un gène. Cependant, comme ces facteurs sont supportés par des protéines, ces groupes sériques ont une importance extrême en anthropologie. Fin de la citation donc du docteur Ropard, directeur du centre de transfusion sanguine de Rouen dans les années 1960, début des années 1960. Une nouvelle méthode d'identification de substances biologiques, la bioradiocristallographie, voir l'article de la presse médicale de novembre 1962, permet de démontrer de plus en plus que Pasteur et Darwin ont eu tort de considérer la matière vivante comme informe et non structurée. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas donner raison aux grands savants Antoine et Joseph Béchamp, qui en outre caractérisaient la spécificité des protéines par leur fonction. Ce que l'on fait aussi actuellement, puisque la plupart des enzymes, dépendant structurellement de gènes correspondants, virus différenciés pouvant donner une moisissure d'origine génique, puis des hymospores spécifiques agissant physiologiquement à distance, donc point d'interrogation dans cette parenthèse, la plupart des enzymes dépendant structurellement de gènes correspondants sont identifiées par leurs propriétés et non par leur structure. Nous ne savons pas si l'empreinte vocale obtenue par l'enregistrement graphique des ondes émises par l'élocution d'un homme persiste par ces ondes dans le temps et l'espace. Mais ce qui semble de plus en plus démontrer, c'est la pérennité physiologique de son empreinte biologique, moisissure ancestrale, entre parenthèses. Tout homme, au cours de sa vie temporelle, dissémine donc son empreinte biologique par les divers éléments anatomiques, cellules cutanées, cheveux, ongles, expectoration, etc., qui échappent de sa forme corporelle partout où il passe. Et après sa disparition, cette empreinte vivante et spécifique lui survivra dans l'espace et le temps. Toute cette théorie est évidemment d'une grande importance au point de vue légal, historique et biologique. Elle prouve de plus qu'il ne faut jamais dire la vie, la matière vivante, mais il faut dire scientifiquement les vies, les matières vivantes, qui ne sont que des appareils vivants. Il n'y a pas deux vies, ni deux protéines identiques. Tout être vivant a sa spécificité, et chez l'homme on invoque même un cycle nasal vasomoteur propre à chaque individu. L'être mycélien qui, à partir de l'œuf, a constitué en s'organisant une personne humaine, garde sa spécificité pendant la vie temporelle, et à la mort de cette forme humaine, après désorganisation, il persiste, doit garder sa spécificité et a une physiologie impérissable. Si on les connaissait, on pourrait de nos jours identifier dans la terre, cimetière, dans la mer, noyés, et même parfois dans l'air, la moisissure ancestrale des hommes qui nous ont précédés sur terre. Les animaux semblent reconnaître leurs empreintes biologiques et les loups mâles, par exemple, délimitent leur territoire de chasse à l'aide de bornes odeur, urine, qui font office de barrière pour les autres.
On a trouvé plusieurs fois des virus vivants dans les corps gelés d'hommes morts depuis de nombreux siècles et des savants égyptiens ont trouvé un virus vivant et pathogène sur une momie copte. On en avait déjà parlé auparavant. La presse médicale du 1er septembre 1962 nous apprend que le docteur Heinz Dombrowski du Bad Nauheim en Allemagne a trouvé des bactéries desséchées, momifiées si l'on peut dire, incluses dans des cristaux de sel gisant à 1000 mètres de profondeur à Irkoutsk, et qu'il a obtenu la reviviscence vigoureuse de ces bactéries, bien qu'elles aient 650 millions d'années. Ce même paléobiologiste retrouve dans un dépôt salin près de New York, vieux de 500 millions d'années, des micro-organismes desséchés qu'il cultive et à l'intention des sceptiques. Il a expérimentalement immergé des bactéries vivantes dans une solution saline dont il a progressivement augmenté la concentration jusqu'à cristallisation du sel. Puis il a récupéré ces bactéries déshydratées et les a de nouveau cultivées. Dans l'enseignement pasteurien, on est bien obligé d'admettre que les prétendus germes de l'air, selon la doctrine panspermiste, datent de plusieurs siècles. Et les disciples de Béchamp, dont la théorie est de plus en plus confirmée, ont aussi le droit d'admettre que tous les microbes, êtres mycéliens, de la création sont les moisissures ancestrales, empreintes biologiques, des végétaux, animaux et hommes ayant vécu avant notre ère ou vivant actuellement. Ils peuvent même parfaitement admettre qu'il y a une sorte de création continuée, puisque tout nouvel être qui apparaît sur Terre est constitué, qu'il soit humain, animal ou végétal, d'un nouveau microbe qui lui est spécifique et dont la pérennité physiologique est assurée, dont les conditions spatiales et temporelles de la création, tant que les conditions cosmiques de sa vie, déterminées mais pas fatales, existeront sur notre planète ou dans notre galaxie. La Terre que nous habitons est un appareil cosmique, nous véhiculant à 108 000 km à l'heure dans l'océan cosmique indéfiniment grand, et son voyage cosmique ne durera peut-être pas toujours, comme le faisait remarquer Béchamp. Les propriétés d'une machine, d'un appareil, ne résultent pas des matériaux qui ont servi à les construire, mais de l'agencement des parties et de la loi qui leur a été imposée par le mécanicien qui les a inventés et qui a tendu le ressort qui les met en œuvre. Lorsque l'on constate les propriétés mécaniques d'un avion, d'une auto, d'une fusée interplanétaire, on admet que leur fonction a été déterminée par une intelligence humaine et qu'elle ne provient pas des matériaux agencés et assemblés dans ces appareils mécaniques. Devant le constat des merveilleuses propriétés mécaniques du vaisseau cosmique sur lequel tout et rien est embarqué, les hommes se divisent en deux catégories. Ceux qui croient que ces propriétés résultent d'une intelligence créatrice, et ceux qui croient, sans l'avoir démontré et en désaccord avec la logique, que cette intelligence créatrice n'a pas agi et n'est pas agissante. Tout microbe ancestral est un appareil vivant dans lequel il y a quelque chose de plus que la matière, la forme et la structure. C'est la fonction qui lui a été imposée. La vie unie au microbe ne résulte pas des propriétés de la matière. Chaque appareil vivant spécifique résulte de l'agencement des éléments matériels et de la loi fonctionnelle, physiologique, qui lui a été imposée par l'intelligence, avec un grand I, qui l'a créé. La matière est la même dans les innombrables appareils vivants, tous différents les uns des autres, mais la fonction qui a été surajoutée par une intelligence à la matière, la forme et la structure de chacun d'entre eux, n'est jamais la même. Cette fonction qui donne sa spécificité à chaque appareil vivant, à chaque vie,
a été déterminée par l'intelligence sans cesse agissante, mais sa durée n'est pas fatale parce qu'elle est dépendante des conditions cosmiques, autrement dit, de l'appareil cosmique indéfiniment grand et indéfiniment durable. Je crois ici donc dans cette lecture des considérations d'Antoine Béchamp et de son fils Joseph, donc qui lui aussi a continué ses travaux, qu'on touche là à un des points fondamentaux des croyances donc qui divisent les uns et les autres quant au monde microbien. Je vous invite à réécouter cette lecture pour voir ces deux groupes qui se divisent sur Terre dans les croyances. Après, il y en a peut-être un troisième qui n'en a aucune à ce sujet. Mais je crois que là, on touche un point fondamental donc, de la division sur la considération du monde microbien en sciences et en médecine. Voilà, et à l'image, c'était donc une photo, une reconstitution, donc un dessin de la flore bactérienne de l'intestin, comme on pourrait la trouver, donc avec les cellules à droite et tout un tas de petites entités vivantes et structurées à l'intérieur. À très bientôt pour la prochaine vidéo.